Imaginez une salle de classe transformée en prison, des étudiants sans histoire, recrutés au hasard. En seulement quelques jours, certains deviendront des tyrans cruels, d'autres s'effondreront en sanglots. Pas de scénario, pas de caméra hollywoodienne. Tout est réel. C'est l'une des expériences les plus controversées et effrayantes de la psychologie moderne, l'expérience de Stanford. Pour comprendre cette expérience, il faut revenir dans l'Amérique du début des années 1970. La guerre du Vietnam fait rage. Les mouvements étudiants explosent sur les campus. La confiance envers les institutions s'effondre et la psychologie sociale cherche à comprendre pourquoi des individus ordinaires peuvent se transformer en instruments de cruauté. Philip Zimbardo, professeur à l'université de Stanford, est fasciné par ces questions. Inspiré par les travaux de Stanley Milgram sur l'obéissance à l'autorité, il veut aller plus loin. Plutôt que de tester l'obéissance face à une figure d'autorité, il veut observer ce qui se passe quand on enferme des jeunes dans un système clos où certains auront le pouvoir et d'autres devront obéir. La question centrale est brutale. Sommes-nous cruels par nature ou est-ce la situation qui fabrique des monstres? L'expérience démarre par une simple petite annonce dans un journal local. Étude psychologique sur la vie en prison. 15 $ par jour pour participer. Plus de 70 étudiants se présentent. Après une série de tests psychologiques et d'entretiens, 24 jeunes hommes sont retenus. Tous sont jugés équilibrés, stables, sans antécédents psychiatriques ou criminels. Ils ne se connaissent pas entre eux. Ils sont, aux yeux de Zimbardo, des individus normaux. Ces 24 volontaires vont être divisés par tirage au sort. La moitié sera gardien, l'autre moitié sera prisonnier. Personne ne sait encore que ce choix du hasard va bouleverser leur vie. Le sous-sol du département de psychologie de Stanford est transformé en véritable prison. 3 petites cellules fermées par des portes grillagées, un couloir servant de cour, une pièce pour l'isolement, baptisée le trou, des caméras de surveillance et des micros pour enregistrer chaque détail. Tout est conçu pour créer une immersion totale. Les prisonniers porteront une tunique grise, pieds nus, avec un simple numéro à la place de leur nom. Les gardiens, eux, sont équipés d'un uniforme kaki, de lunettes de soleil miroir pour masquer leur regard et d'une matraque symbolique. Zimbardo lui-même se donne un rôle, celui du directeur de prison. Il n'est plus seulement chercheur, il devient autorité. Le 17 août 1971, l'expérience commence par un choc. Sans prévenir, la véritable police de Palo Alto arrête les étudiants désignés comme prisonniers. Devant leurs voisins, ils sont menottés, fouillés et conduits au poste. On leur lit leurs droits, on les photographie comme de vrais délinquants. Puis, ils sont transférés dans la prison improvisée du campus. Dès leur arrivée, ils subissent un processus humiliant. On leur enlève leurs vêtements, on les fouille intégralement, on leur rase parfois la tête et ils reçoivent une tunique avec leur numéro. Ils ne sont plus des individus, ils deviennent des objets du système carcéral. Au départ, les prisonniers prennent cela comme un jeu de rôle. Les gardiens, eux, tâtonnent. Ils font régner l'ordre mais sans excès. Mais très vite, la situation dérape. Le deuxième jour, les prisonniers organisent une révolte. Ils bloquent les portes de leurs cellules avec leurs lits, refusent d'obéir. Les gardiens, pris de court, décident de réagir. Ils utilisent des extincteurs pour disperser les prisonniers, puis mettent en place des sanctions collectives, pompes forcées, privation de repas, position de stress inconfortable. Certains gardiens prennent goût à ce nouveau pouvoir. Ils inventent des humiliations absurdes, chanter des chansons dégradantes, nettoyer les toilettes à main nue, porter des sacs sur la tête. En quelques heures, les rôles s'ancrent profondément. Les gardiens deviennent autoritaires, les prisonniers soumis. Jour après jour, l'intensité monte. Les gardiens ne se contentent plus de maintenir l'ordre. Ils instaurent un climat de terreur. Les prisonniers n'ont droit à aucun respect. Ils doivent obéir à des ordres absurdes, rester debout la nuit, subir des punitions collectives pour les fautes d'un seul. Certains gardiens se montrent particulièrement sadiques. Derrière leurs lunettes noires, ils prennent plaisir à voir les prisonniers souffrir. Et ce qui choque, c'est que ce sont les mêmes étudiants polis et souriants de la semaine précédente. Du côté des prisonniers, l'effondrement est rapide. Un étudiant souffre de crises de panique violentes. Il hurle, pleure, supplie qu'on le libère. Un autre développe une éruption cutanée liée au stress. Un troisième entre en grève de la faim. En seulement 4 jours, des jeunes équilibrés montrent des signes graves de traumatisme psychologique. Le plus inquiétant, c'est que Zimbardo lui-même se laisse emporter. Au lieu de rester observateur, il endosse son rôle de directeur de prison. Il discute avec les gardiens de stratégie pour maintenir l'ordre. Il minimise les souffrances des prisonniers. Il oublie qu'il est chercheur et devient acteur. Il faudra l'intervention extérieure d'une personne pour mettre fin à la dérive. Christina Maslach, une jeune chercheuse venue observer, est horrifiée par ce qu'elle voit. Elle supplie Zimbardo d'arrêter. Ce n'est plus une expérience, c'est de la maltraitance. 6 jours seulement après le début,
Zimbardo annonce la fin. Ce qui devait durer 2 semaines a été interrompu en urgence. Le bilan est glaçant. En moins d'une semaine, des jeunes hommes normaux se sont transformés en bourreaux ou en victimes traumatisées. L'expérience montre la puissance des rôles sociaux, de la hiérarchie et du contexte. Le message est clair. Ce n'est pas seulement la personnalité qui fait un tyran, mais le système qui lui en donne le pouvoir. Dès sa publication, l'expérience de Stanford fait le tour du monde. Certains y voient la preuve que chacun de nous peut sombrer dans la cruauté, mais d'autres critiquent violemment la méthodologie. Trop petite échelle, seulement 24 personnes. Conditions trop extrêmes, presque mises en scène. Influence directe de Zimbardo qui encourage les gardiens à être sévères. Malgré ces critiques, l'expérience reste une référence incontournable dans les manuels de psychologie. Des décennies plus tard, l'expérience continue de fasciner. On la cite pour expliquer les dérives des prisons, mais aussi des armées. Quand les photos des humiliations dans la prison d'Abu Ghraib, en Irak, ont choqué le monde en 2004, beaucoup ont immédiatement pensé à Stanford. L'expérience pose une question intemporelle. Si vous donniez à une personne ordinaire un pouvoir absolu sur un autre être humain, que se passerait-il? L'expérience de Stanford nous tend un miroir. Elle nous rappelle que la frontière entre bien et mal n'est pas seulement en nous, mais aussi autour de nous, dans les systèmes qui nous encadrent. Elle montre que le pire peut surgir, non pas de monstres exceptionnels, mais de gens comme vous et moi plongés dans les mauvaises conditions. Alors la vraie question est simple. Et vous, si vous aviez été choisi en 1971 par hasard, auriez-vous été le gardien qui ordonne et humilie, ou le prisonnier qui s'effondre et obéit?